Il est peut-être le seul ingénieur de l'histoire dont le monde entier connaît le nom. Laisser un nom dans le domaine de la construction, de l'ingénierie, de la technique, ça c'est quand même assez unique. Magicien du métal, Gustave Eiffel fait partie des esprits les plus brillants du 19e siècle et de ceux qui ont fait entrer la France dans l'ère moderne. Et là, il se retrouve avec un mécano, il faut mettre le mécano en place et il découvre qu'avec ce mécano, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Il fait de l'IKEA avant l'heure, il construit vraiment d'une façon extrêmement organisée à chaque fois. Quand on regarde les réalisations d'Eiffel, on s'aperçoit que chaque réalisation a un plus par rapport à la précédente. Un génie au service de la technologie qui, au-delà de sa célèbre tour devenue le symbole de Paris, a imaginé et construit durant plus de 30 ans des milliers d'œuvres métalliques sur les 5 continents. En Europe, en Asie, en Afrique et même en Amérique. Des viaducs, des ponts, des gares, des observatoires, mais aussi la structure de la célèbre Statue de la Liberté. Gustave Eiffel est également un inlassable chercheur qui n'a eu de cesse d'améliorer les technologies de son époque, comme la technique de lancement des tabliers de pont. Jusqu'au bout, il a travaillé, il s'est passionné pour la science, pour le progrès. Eiffel va être constamment quelqu'un qui apporte des innovations dans les méthodes de construction, dans les méthodes d'exécution. Gustave Eiffel aura toute sa vie innové, inventé, avec une obsession, entrer dans l'histoire. Elle était vouée à être démontée après l'exposition universelle de 1889. Pourtant, personne aujourd'hui ne pourrait concevoir Paris sans cette tour, l'œuvre maîtresse de Gustave Eiffel. Si je fais 2 traits comme ça, on reconnaît tout de suite la tour Eiffel, ce qui est comme un logo très puissant. Et cette tour reste dans l'imaginaire un symbole d'audace. Chaque année, 7 millions de personnes viennent visiter ce symbole et s'émerveillent devant cette dentelle de métal. Tellement légère que si l'on fondait la tour Eiffel en une grande plaque de 125 mètres de côté, On aurait une plaque de 6 cm d'épaisseur. Donc il n'y a pas beaucoup de métal sur cette tour, beaucoup moins qu'on ne peut l'imaginer. mais si tout le monde connaît la tour Eiffel, peu connaissent l'homme. Gustave Eiffel naît à Dijon en 1832. Il grandit entre 2 sœurs dans une famille relativement aisée. Chez les Eiffel, c'est la mère, Catherine Mélanie, qui dirige la famille. Mélanie est une femme de tête très forte et la fille d'un négociant en bois. Elle sent que les choses sont en train de changer avec la révolution industrielle. Elle se lance dans le commerce de la houille. Et le père de notre Gustave, alors lui, c'est un idéaliste. Et Gustave Eiffel va tenir des deux. Pour la plus grande satisfaction de ses parents, le jeune Gustave se révèle doué pour les études. Après son baccalauréat, il monte à Paris, intègre l'École centrale des arts et manufactures et en sort ingénieur en 1855. Diplômé, Gustave cherche un premier emploi et le trouve grâce aux connexions de sa mère. Il entre au service de Charles Neveu, un ingénieur indépendant sorti comme lui de l'École centrale quelques années plus tôt. Alors, le jeune Gustave, quand il rencontre Neveu, on pourrait dire qu'il y a un coup de foudre réciproque entre les deux. Hein, ils se plaisent et ils décident de travailler ensemble tout de suite. Alors, Neveu dit, ben voilà, je ne vous donnerai pas beaucoup d'argent au début parce qu'il faut que vous vous formiez, mais vous aurez beaucoup de travail. Et les rencontres chez Eiffel sont très, très importantes. Il va travailler le fer parce que Neveu fait de la construction métallique et il va donc commencer à s'initier au métal. Le métal, mais quel métal ? Au début du 19e siècle, la France fait sa révolution industrielle. Grâce à la machine à vapeur et à l'énergie du charbon, la métallurgie se développe et de nouveaux matériaux apparaissent, qui sont tous des mélanges de carbone et de minerais de fer à diverses concentrations.
Le premier métal utilisé dès la fin du XVIIIe siècle pour la construction, c'est la fonte. Une colonne en fonte qui a 10 cm de diamètre, elle a autant de capacité de résistance pour porter une structure qu'un pilier en pierre de 80 cm de côté. Pourtant, rapidement, ce nouveau matériau montre des limites. La fonte, c'est un matériau dur, résistant, mais un peu cassant, pas très souple, et qui ne peut pas s'assembler très facilement. Il faut quand même une certaine souplesse, parce qu'un pont, par exemple, qui serait totalement rigide, il cassera un jour ou l'autre. Rigide, cassante, la fonte ne résiste pas aux efforts de traction. Il faut donc inventer autre chose. Gustave Eiffel, lui, va miser sur le fer pudelé, qui deviendra son matériau de prédilection. C'est un alliage obtenu à partir d'une fonte que l'on raffine. Ça consiste à chauffer de la fonte, la rendre liquide, et de touiller, en anglais to puddle, donc le pudelage. Et ça permet comme ça de purifier, d'enlever tout le carbone en excès dans la fonte. Et ce fer pudelé a des propriétés mécaniques bien plus intéressantes pour la construction. Il est extrêmement résistant par rapport à son propre poids. Il a une certaine souplesse, il peut donc résister à des efforts, pas seulement de compression, mais également de flexion, de tension. La construction métallique va réellement prendre son essor avec l'invention de ce fer pudelé et celle du laminoir, une presse qui permet d'aplatir le métal. On fait passer des barres de fer en cour chaude entre des rouleaux, on écrase, on fait des tôles, on fait des formes. Et donc, c'est ça qui va permettre de commencer à construire des charpentes, des ponts, des grandes structures, va véritablement être le matériau de la révolution industrielle, tout simplement. Voilà pourquoi Eiffel et ses contemporains vont plébisciter le fer pudelé. Et le jeune salarié Gustave Eiffel va avoir très vite une première chance de montrer son potentiel. Son patron est sur un très gros coup, celui d'une passerelle ferroviaire métallique à Bordeaux, sur la Garonne. 2 compagnies de chemin de fer arrivent jusqu'à ces rives, mais les trains en provenance de Paris et ceux venus du sud sont bloqués par le fleuve. Jusque-là, il était très compliqué de passer d'une gare à l'autre. Il fallait emprunter le pont de Pierre, qui était un pont à péage. C'était compliqué pour les touristes et également sur un plan économique. 2 kilomètres à pied séparent les 2 gares. Les compagnies de chemin de fer veulent un pont pour accélérer leur développement. Elles décident d'en confier la réalisation au patron de Gustave Eiffel. Mais à l'endroit envisagé, le projet rencontre un défi de taille. La Garonne atteint les 10 mètres de profondeur et le sol est instable. Comment, dans ces conditions, établir les piliers du futur pont? À Bordeaux, c'est un fleuve qui est remonté 2 fois par jour par la marée. Il y a en fait beaucoup de vases qui sont déposés dans le lit du fleuve et qui sont agités sans arrêt. Mais pour atteindre des roches suffisamment résistantes, il va falloir creuser beaucoup plus profondément. Et c'est Gustave qui va être chargé, à même pas 26 ans, d'être le chef de projet de cette construction très très ambitieuse, un pont de 500 mètres qui va être le plus grand pont métallique en Europe à l'époque. Et surtout qui va faire l'objet d'une expérimentation technique extrêmement innovante. Pour remporter ce marché, Neveu et Eiffel ont proposé d'appliquer un procédé technique d'avant-garde, testé dans les mines où l'on craint l'eau dans les galeries. Alors le procédé s'appelle le procédé Trigère et effectivement il est expérimenté à l'occasion donc de la construction de la passerelle de Bordeaux. Trigère, c'est un géologue français auquel Eiffel rendra hommage des années plus tard. Son nom figure parmi les 72 noms de savants inscrits sur le premier étage de la tour. Sur ce chantier dont il n'a pas dessiné les plans, Gustave Eiffel se retrouve seul aux commandes. Il doit mettre en application ce procédé qui utilise de l'air comprimé pour travailler sous le niveau de l'eau et creuser les fondations du pont. C'est compliqué, hein, encore aujourd'hui, de travailler dans l'eau, c'est compliqué. Ça, ce sont des défis tout à fait nouveaux. Donc il est quasiment obligé d'inventer sur place. Jusque-là, pour construire les fondations d'un pont dans un fleuve, on n'avait pas d'autre solution que de construire des barrages en amont des travaux. Des constructions longues et coûteuses. Mais cette fois-ci, Gustave Eiffel va avoir une autre idée de génie.
Eiffel fait transporter par barge des anneaux de fonte assemblés ensemble en un grand tube creux d'une dizaine de mètres de long. Ce tube va constituer une future pile de pont. Il est échoué en position verticale. L'anneau, en contact avec le sol, a des bords coupants pour faciliter son enfoncement dans le lit du fleuve. L'intérieur de ce tube est divisé en 3 compartiments. Celui du haut communique avec l'air libre. Celui du bas est un caisson étanche dans lequel on injecte de l'air comprimé à une pression de 3 ou 4 bars. Cet air comprimé refoule l'eau du caisson et l'empêche de rentrer dans l'habitacle. Des ouvriers descendent dans le caisson du bas et creusent le sol dans ce milieu pressurisé. Ils remontent les gravats dans le caisson central par un système de sas, où d'autres ouvriers les attendent pour les évacuer par le haut du tube. Ils vont travailler donc à sec dans des sortes de chambres étanches. C'était très éprouvant, donc ils se relayaient sans cesse, c'était H24. Mais cette méthode déjà très innovante ne satisfait pas complètement Eiffel. Pour la rendre encore plus efficace, il la perfectionne en installant une presse hydraulique sur le haut du tube. La pression exercée va faciliter son enfoncement et permettre de gagner un temps précieux. Eiffel va être constamment quelqu'un qui apporte des innovations dans les méthodes de construction, dans les méthodes d'exécution. Pour les premières piles, on creusait de 20 cm par jour sous le lit du fleuve. On passe à 1 mètre par jour avec la technique imaginée par Eiffel. Dernière étape, une fois le sol solide atteint à 15 mètres dans le lit du fleuve, Eiffel fait remplir les tubes avec du ciment. Ils deviennent ainsi les 12 piliers sur lesquels va s'appuyer toute la structure métallique. La seconde grande innovation de la construction de la passerelle, c'est le choix d'une galerie ajourée. On a vraiment un sentiment de légèreté en 1858-1860 lorsque l'on voit cette galerie se construire peu à peu. Et le pont de Bordeaux est un des premiers grands ponts en France où on utilise cette technologie du treillis, avec des montants verticaux, des croix de Saint-André, donc quelque chose de plus léger. À l'époque, c'est totalement spectaculaire. Le monde se presse au pied de la passerelle pour constater ce nouveau procédé de construction de ponts métalliques. Vous avez là le vocabulaire de départ de l'œuvre de Gustave Eiffel. C'est vraiment un alphabet architectural qu'il va reprendre de façon incessante dans la construction de ces ponts. Avec cette technique, Gustave Eiffel a un avantage de taille par rapport à la concurrence. Sa solution est bien moins coûteuse en matières premières. Un atout qui va lui permettre de remporter de nombreux marchés. Et pour fixer ensemble les pièces de ce treillis, Gustave Eiffel opte pour des rivets plutôt que des boulons. Le rivetage à chaud est une technologie, là encore, qu'il va s'approprier, diffuser et utiliser dans toutes ses constructions. Quand on regarde les réalisations d'Eiffel, on sait que les solutions qu'il va apporter sont toujours meilleures. Et sa spécificité, c'est justement d'utiliser des solutions techniques très innovantes. 2 plaques de métal qui sont attachées par un rivet. Quand le métal refroidit, il se contracte et elles sont tenues très solidement. C'est impossible à défaire. L'avantage du rivetage, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de déplacement des pièces l'une par rapport à l'autre, ce qui garantit une grande solidité et une grande robustesse des ouvrages. C'est ce qu'on peut voir, il y a des ouvrages qui ont plus de 100 ans et qui tiennent toujours. Le rivet, c'est ce clou à une seule tête qu'on chauffe au four à 1200 degrés. Aujourd'hui, seules quelques équipes maîtrisent encore ce geste, très technique, hérité du passé. Il y a une première personne qui est à la forge. Après, il y a une deuxième personne en fait, qui va recevoir le rivet chaud, qui lui va le bloquer. Et après, la troisième personne va venir former la deuxième tête de rivet avec un marteau-riveur pour former la deuxième tête ronde qu'on peut voir de l'autre côté du rivet. Ça reste quand même très proche de ce qui se faisait au XIXe siècle. À Bordeaux, enfin, Eiffel expérimente un dernier procédé qui va devenir une de ses signatures. Il entre dans l'ère de la standardisation. Désormais, seules quelques pièces métalliques, quelques formes de base, des cornières à angle droit, des entretoises en forme de X, vont se combiner et se répéter à l'infini dans ses ouvrages.
Ça, c'est très intéressant. La standardisation, finalement la mécanisation de son chantier, pour faire simple. L'idée lui vient en milieu de chantier. C'est ça qui est génial. C'est qu'à chaque fois, il innove. Mais là, il se retrouve avec un mécano, il faut mettre le mécano en place et il découvre qu'avec ce mécano, on arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Il fait de l'IKEA avant l'heure, il construit vraiment d'une façon extrêmement organisée à chaque fois. En moins de 2 ans, Eiffel livre le pont en respectant le budget et les délais. Jusqu'en 2008, soit près de 150 ans plus tard, c'est resté le seul pont ferroviaire de Bordeaux. D'ici peu, la passerelle Eiffel, comme on l'appelle aujourd'hui, sera rénovée et transformée en voie piétonne et en piste cyclable. Je pense que sur ce pont, il apprend véritablement le métier d'entrepreneur, de constructeur. Et c'est un succès, je dirais, un premier succès technique et humain, on pourrait dire, pour Eiffel. Sa notoriété grandit à une vitesse fulgurante parce qu'à partir de la passerelle, on va venir le rechercher à nouveau pour reprendre ses procédés techniques. Après le chantier de Bordeaux, Eiffel a effectivement gagné ses galons et la confiance des décideurs. On lui confie d'autres chantiers partout dans le sud-ouest, mais lui pense déjà à l'étape d'après, devenir son propre patron. On voit bien qu'il y a une ambition naissante forte chez Gustave à ce moment-là. Alors, il cherche à se marier d'abord. Parce qu'en fait, il s'installe dans une forme de bourgeoisie technique. Mais pour être un vrai bourgeois, il faut être marié à l'époque, avoir une famille. Et donc, il va chercher une femme. Donc ça, c'est important pour lui parce que c'est une première forme de reconnaissance sociale. Une fois marié, il se lance encouragé et financé par sa mère. En 1866, à tout juste 33 ans, il crée l'entreprise Gustave Eiffel Constructeur et se dote d'ateliers et d'une usine à Levallois-Perret. C'est lui qui dessine, c'est lui qui construit les pièces et c'est lui qui les monte. Il maîtrise l'ensemble du processus de l'opération. Et c'est évidemment très nouveau par rapport à ce qu'il avait fait avant. Eiffel est un homme très sûr de lui, qui a une grande confiance dans ses capacités, dans son jugement, qui s'intéresse aussi beaucoup aux questions financières et juridiques. Et ça, je pense que c'était très, très inscrit dans les gènes d'Eiffel dès le départ. Mais pour se développer plus vite, Eiffel sent qu'il a besoin d'un associé. Cet associé va le trouver dans la personne de Théophile Seyrig, qui a de la fortune personnelle et qui va donc aider à mettre en place l'entreprise. Mais c'est en même temps un ingénieur de grande qualité. Théophile Seyrig est sorti major de l'école centrale, donc c'est un ingénieur très brillant. Et cette association va être extrêmement fructueuse. Elle va durer quelques années, mais quelques années absolument décisives pour la carrière d'Eiffel. Son talent, c'est de s'entourer des meilleurs. Ça c'est un talent absolument incontestable. Par contre, Eiffel reste le seul patron. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat qui le lie à Seyrig. Grâce aux relations qu'il a nouées à Bordeaux, Eiffel décroche alors son premier gros marché. 2 très hauts viaducs dans l'Allier. Pour la première fois, le métal est choisi pour des raisons économiques, car à cette hauteur, les fabriquer en maçonnerie aurait coûté plus cher. Nous avons ici donc le premier ouvrage construit par Eiffel, qui venait juste de créer son entreprise, une longueur de 180 mètres et une hauteur de 59 mètres. Préalablement à ces ouvrages-là, il n'y a eu que 2 ouvrages, 2 viaducs métalliques construits en France. Mais avec tout le respect qui est dû aux entrepreneurs et aux concepteurs, c'était quand même des brouillons par rapport à celui-là. Les 4 courbes que vous voyez en pied sont faits pour donner de la stabilité à l'ouvrage et résister au vent. L'ingénieur a solutionné un problème technique et l'architecte qu'il était à l'époque lui a donné cette élégance. C'est une forme qui préfigure un peu les formes futures de la tour Eiffel. Un peu le même principe d'ailleurs de stabilité. Aujourd'hui, le viaduc de Rouzat et celui de Neuvial sont toujours empruntés par les trains entre Clermont-Ferrand et Montluçon. Au moment de leur construction, Eiffel marque une nouvelle fois les esprits par son audace et dépose son premier brevet d'invention. Il va en déposer une trentaine pendant son existence. Et ce premier brevet porte sur la technique dite du lançage des ponts. Le lançage d'un pont, c'est l'opération qui consiste à installer le tablier, la partie horizontale du pont, sur les piles qui vont le soutenir. Une opération toujours dangereuse et extrêmement délicate.
On construit sur la rive, tranquille, et il faut juste trouver le moyen de bien faire avancer le pont, de le pousser sans à-coups, sans l'endommager, et de manière efficace. On a 40 ou 60 ouvriers qui vont se mettre sur le tablier. Ils vont prendre des grands leviers de 7 mètres en bois. Et ils vont faire 1, 2, et on pousse. 1, 2, on pousse. Et centimètre par centimètre, on avance le tablier. Comme c'est très très solide, on peut l'avancer de 50 à 60 mètres dans le vide sans qu'il se casse. Eiffel va apporter des améliorations dans la manière de pousser le tablier. C'est pas évident, c'est lourd. Le poids n'est pas le seul problème. Tant que le pont n'est pas en position, les premières piles trop sollicitées risquent de s'effondrer. Eiffel imagine une solution, un châssis à bascule, une sorte de chariot avec des roulettes orientées vers le haut, sur lequel le tablier va glisser. Avant Eiffel, c'était au maximum 50 cm par jour. Là, on arrive à décupler la progression. Donc c'est quand même très, très, très significatif. Avec Eiffel, on dépasse les 5 mètres de progression par jour. Alors, Eiffel, à ce moment-là, il montre qu'il a aussi un autre talent, c'est celui de la communication. Bien faire et faire savoir, dit-on. Dans le bien faire, il était passé maître, et il montre qu'il maîtrise très, très bien le faire savoir. La réussite de ces deux chantiers installe définitivement l'entreprise Eiffel parmi les constructeurs à suivre. Alors que la France bascule dans le marasme économique après la défaite de 1870, Gustave Eiffel, lui, multiplie son chiffre d'affaires par 4 et part à la conquête du monde. Il décroche notamment la commande de la magnifique gare de l'Ouest à Budapest, en Hongrie. C'est très novateur, très harmonieux, avec une très grande verrière. Et puis il y a de part et d'autre des bâtiments qui sont en pierre et brique. Si le verre, la brique et la main-d'œuvre sont locales, les 1500 tonnes de fonte et de fer nécessaires et les contremaîtres arrivent directement des ateliers Eiffel de Levallois-Perret. Eiffel ne fait confiance qu'à lui-même, à ses employés, à ses ouvriers. Il réalise des économies parce qu'il calcule au plus juste les quantités de métal dont il a besoin, parce qu'il prépare en usine les pièces et que sa doctrine, c'est celle du zéro faute. Tout ceci, ça fait partie de cette organisation très perfectionniste de Eiffel. Et c'est véritablement l'une des clés de son succès. Partout, ce métal qui a parcouru 1500 km depuis la France s'expose au regard. Une véritable révolution pour l'époque dans ce type de bâtiment. Alors, il faut reconnaître que cette gare est très particulière. Le métal étant considéré à l'époque comme un matériau d'ingénieur, laid et pas présentable. Et à Budapest, le métal joue un rôle structurel essentiel, mais joue aussi un rôle esthétique. Et ça va être la première fois qu'il va avoir l'occasion de dire « Messieurs les architectes, vous voyez que moi, ingénieur, je peux utiliser le métal et avec le métal proposer des formes architecturales que vous ne savez pas construire. » Dans la foulée de Budapest, Eiffel construit des gares, des halles dans toute l'Europe et même jusqu'au Pérou. Puis en 1875, son entreprise décroche la seconde plus grosse commande de son histoire, un pont à construire à Porto, au Portugal. Eiffel l'emporte en proposant un dessin innovant, mais aussi un devis 3 fois moins cher que celui de ses concurrents. Et là, on dit, c'est pas possible. Donc les calculs sont vérifiés par d'autres ingénieurs et finalement, tout le monde est forcé de constater qu'effectivement, c'est possible et qu'il est vraiment devant la concurrence. Le pont, baptisé Viaduc de Maria Pia, est un pont en forme d'arche, dont le dessin est signé par Théophile Seyrig, l'associé d'Eiffel. L'arche est une forme bien connue en architecture, mais cette fois-ci, ses dimensions dépassent toutes celles atteintes jusque-là. Les ponts qu'on construisait à l'époque, il y avait plutôt 50, 70 mètres, 100 mètres de portée. Là, on a 160 mètres. Il va véritablement marquer les esprits, montrer qu'on peut aller bien au-delà que ce qu'on savait faire à l'époque. C'est une opération qui va, comme toutes les précédentes, être techniquement irréprochable, innovante, moins coûteuse que d'autres et réalisée dans les temps. Donc là, c'est vraiment la gloire. Et cette gloire va en appeler une autre. La légende de Gustave Eiffel est en marche.
En 1878, peu de temps après l'inauguration du viaduc de Porto, un jeune polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées lui écrit. Il écrit tout simplement à Eiffel en lui disant « Monsieur, j'ai vu l'exploit que vous faites. Bah, écoutez, voilà, j'ai un petit problème, moi, qui est un peu similaire avec le franchissement de la Truyère. Est-ce que vous auriez un avis à me donner ?» Léon Boyer est chargé du tracé de la ligne de chemin de fer entre Marvejols en Lozère et Neussargues dans le Cantal. Donc ici, on se trouve dans le Massif central. Il faut bien avoir conscience que pendant de longs siècles, ça a été vraiment compliqué d'aménager des voies de communication dans le Massif central. Il y a un relief particulier qui a été un véritable casse-tête pour les ingénieurs de l'époque. Eiffel répond à Boyer. Les deux hommes échangent des croquis et aboutissent à un projet très inspiré par le viaduc de Maria-Pia. Mais pour que les trains franchissent les gorges de la Truyère, au lieu dit Garabi, les dimensions sont encore plus ambitieuses. Il faut franchir un demi-kilomètre de gorge. Le défi était colossal et presque irréalisable. Un défi autant humain que logistique. Garabi est un désert difficilement accessible, situé à 30 km de la première gare. Ici, c'était une nature très sauvage. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas de chemin comme aujourd'hui, enfin de voirie comme aujourd'hui. Donc déjà, la première des choses, ça a été d'ouvrir un chemin pour accéder jusqu'au lieu identifié à l'époque par Léon Boyer, l'ingénieur d'État, qui avait fait ses calculs et avait dit « voilà, c'est ici qu'il faut installer le viaduc de Garabi ». Eiffel, à cette époque-là, il est vraiment sous les projecteurs du monde entier et c'est apparu comme une évidence que seule la société Eiffel pouvait tenter cet exploit. En fait, aucun appel d'offres ne sera réalisé et on donnera ce chantier de gré à Eiffel. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne voit pas sur les autres viaducs. C'est très intéressant pour Eiffel, puisque c'est un pont qu'il a déjà fait, d'une part, et ensuite, il n'y a pas de concurrence, il peut fixer le prix qui lui semble correct. C'est là d'ailleurs qu'il va se fâcher avec son associé, parce que Séric dit « Oui, mais attendez, si on refait le pont de Porto, c'est moi qui ai dessiné le pont de Porto, je voudrais avoir aussi un intéressement, en quelque sorte, à Garabi, surtout que c'est une bonne affaire. » Eiffel refuse et met fin à leur association. Il ne fallait pas faire trop d'ombre à Eiffel, parce qu'il ne voulait pas que les gens viennent lui marcher sur le pied ou lui disputer un peu trop de gloire. Il embauche un nouvel ingénieur pour son bureau d'études et affine le projet Garabi sans se contenter de recopier ce qui a été fait à Porto. Les deux ponts se ressemblent énormément, mais il y a quand même des détails qui diffèrent, des détails d'amélioration. Et ça, c'est la marque d'Eiffel. C'est-à-dire qu'il aurait pu reprendre le système de Porto et le transférer. Non, il en profite pour encore améliorer les choses. Ici, à Garabi, tout est hors norme. L'arche culminera à 120 mètres du sol, un record pour l'époque. Et personne n'a jamais construit un viaduc avec une telle portée, 165 mètres enjambés d'une seule traite. Le chantier s'ouvre en août 1880. 3000 tonnes de poutrelles métalliques sont expédiées jusqu'ici. Les 20 000 mètres cubes de granit des maçonneries proviennent, eux, de Lozère, à une quinzaine de kilomètres. Le transport des matériaux s'effectue dans des chariots tirés par des bœufs et des chevaux. C'est vraiment la force animale et humaine qui va permettre l'édification de cet ouvrage d'art. Il y aura à peu près 400 ouvriers qui travailleront sur le site sur les 4 ans de chantier. Pour assembler ce pont, Eiffel applique une technique mise au point avec ses équipes. C'est un procédé totalement novateur et c'est ce qui lui a permis d'être 3 fois moins cher que tous les concurrents au Portugal. Ce procédé, Eiffel est alors le seul au monde capable de le faire à cette échelle. La technique s'appelle le montage en porte-à-faux. Le montage en porte-à-faux consiste à faire avancer les deux moitiés de l'arc
à la rencontre l'une de l'autre, au-dessus du vide et en partant des rives. Les arcs sont retenus au fur et à mesure de leur avancement par des câbles, ici en jaune, reliés aux parties déjà construites du pont. Ces câbles empêchent que l'arc ne bascule dans la rivière en cours de montage. La dernière pièce installée devient ainsi le point d'appui de la suivante. L'arc se constitue sans avoir besoin d'échafaudage. Une énorme économie qui explique les tarifs qu'Eiffel a pu pratiquer à Porto. Des petites grues, déplacées au fur et à mesure, permettent de monter les prochaines pièces en position, depuis une simple passerelle de service en bois, à Garabi, ou des barges sur le fleuve, à Porto. La jonction des deux parties de l'arc est le moment crucial de la manœuvre. Et tout ça arrive au milieu et ça se réunit de façon magique, un petit peu magique. Et donc, il dit, on a réussi cette construction avec une précision totalement mathématique. Ça avait été conçu comme ça a été assemblé parfaitement. Et les deux bords viennent s'emboîter parfaitement l'un dans l'autre. Au cours des 4 années que dure cette construction, les journaux retranscrivent l'avancée des travaux. Et Gustave Eiffel accède peu à peu à un nouveau statut. À partir de Garabi, il ne sait plus où donner de la tête. Il a des commandes absolument partout. Et naturellement, en plus, sa réputation d'homme qui sait résoudre les problèmes les plus difficiles, de maître du fer, est une réputation qui est solidement installée. L'organisation du chantier de Garabi, couplée à la préparation méticuleuse de chaque élément de ce pulse géant, s'est révélée décisive. Eiffel et ses équipes ont même ajouté une nouveauté pour gagner en productivité lors de ce montage. Seuls 250 000 rivets ont été posés sur place, l'autre moitié ayant déjà été installée en usine. À la standardisation des pièces, Eiffel a maintenant ajouté une part de préfabrication qui fait gagner un temps précieux de montage. Ça va d'ailleurs donner une bonne idée à Eiffel. Il dit si on peut faire ça pour les grands viaducs, on peut aussi bien le faire pour des petits ponts. Et donc il va développer un système de ponts dits portatifs qui sont expédiés en kit, parfois à l'autre bout du monde, en caisse, et puis avec une notice de montage. Donc vous sortez les pièces et puis ensuite vous finissez l'assemblage sur place. Alors il va passer pas moins de 8 ans, dit-il, à chercher, à tâtonner, à essayer de trouver le meilleur nombre de pièces pour pouvoir réaliser ces fameux ponts démontables. Après 8 ans de recherche et de développement, comme on dirait aujourd'hui, Eiffel trouve la bonne formule, qui permet, selon ses propres termes, de substituer à chaque cas particulier une solution générale. Chaque pièce fait moins de 70 kg, il y a seulement une douzaine de pièces différentes. C'est comme un mécano un peu plus réduit, quoi. Et on peut faire des ponts de 4 mètres, de 6 mètres, de 9 mètres, de jusqu'à 40 mètres, et qui sont montables par des petites équipes d'une douzaine d'ouvriers pas forcément qualifiés. C'est un marché considérable à l'époque, avec deux demandeurs essentiels, ce sont les compagnies de chemin de fer et l'armée. Et il va s'engouffrer sur ce marché-là, qui est un marché qui, sur le plan architectural, n'a aucune valeur, hein, mais alors qu'il va lui rapporter une fortune énorme. Ça n'a pas évidemment le côté glamour de la Tour Eiffel, mais c'est véritablement alors, le grand fonds de commerce de l'entreprise Eiffel à partir de la décennie 1880. 1884 est une année clé pour Gustave Eiffel. Garabi se termine en fanfare et avec l'extension de la colonisation, ces ponts démontables s'exportent à tour de bras. Les carnets de commandes sont pleins. Les revenus de son entreprise sont assurés pour plusieurs décennies. Pourtant, pour la première fois, il se retrouve confronté à un échec. Un accident se produit sur un de ses chantiers et ce drame va avoir d'énormes répercussions pour l'avenir. Évaux-les-Bains dans la Creuse. Voici le viaduc de la Tarde. Un pont simple en comparaison de Garabi, mais dont la travée centrale a une portée exceptionnelle. 100 mètres entre deux piles en maçonnerie, ce qui doit constituer un nouveau record pour l'époque.
Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1884, le vent se lève alors que le tablier est en phase de lancement, avancé de plus de 50 mètres dans le vide. Une nuit d'orage, de tempête, le viaduc se trouve, la partie métallique se trouve emportée par le vent, par l'ouragan, et se trouve précipitée dans la vallée. C'est quand même un accident grave, important pour l'entreprise. Pour Eiffel, le fait qu'il n'y ait pas mort d'homme est déjà très important. Alors il y a une commission d'enquête qui cherche à savoir ce qui s'est passé. Et l'enquête conclut que c'est une tempête de vent exceptionnelle qui a entraîné l'effondrement de l'ouvrage et que donc il n'y a aucune faute. Mais quand même, Eiffel comprend que même sur une structure en treillis, une structure ajourée, qui paraît très légère, très transparente, et bien même sur ce genre de structure, le vent peut avoir une force considérable. Et je pense que ça va expliquer tous les travaux qu'il fera après sa carrière de constructeur sur ces problématiques. Pour Eiffel, hors de question qu'un tel accident se reproduise. Un nouveau drame pourrait ruiner sa carrière. Alors il se remet au travail pour améliorer encore ses techniques, revérifier en personne les calculs de ses ouvrages déjà construits et réétudie ses futures constructions pour leur donner encore moins de prise au vent. Et un projet majeur va lui permettre de mettre à l'épreuve ses nouvelles connaissances en la matière. Nous sommes en 1884 et son bureau d'études met la dernière main à l'armature de la Statue de la Liberté. 3 ans plus tôt, le sculpteur Auguste Bartholdi est venu le trouver pour concevoir la structure de cette statue monumentale que le peuple français va offrir aux États-Unis. Eiffel ne laisse pas passer une telle occasion. Haute de 46 mètres, cette œuvre d'art à l'enveloppe extérieure de cuivre sera placée dans une zone très exposée au vent. On n'avait jamais construit de statue aussi grande, bien entendu, et donc il fallait trouver le bon procédé. Cette statue, elle est en tôle de cuivre, assez mince. Et pour soutenir une statue de cette hauteur, il faut quelque chose à l'intérieur, sinon la tôle s'effondrerait. Et il sent bien que le projet de la Statue de la Liberté à New York, c'est quelque chose dont on va parler, bien sûr. Et donc, quand Bartholdi lui demande d'imaginer la structure qui va pouvoir supporter cette statue, il ne refuse pas. Et pourtant, c'est un objet technique qui n'est pas exceptionnel, mais il va figurer à l'entrée de la rade de New York. Si l'on déshabille la Statue de la Liberté, on découvre effectivement un objet technique qui n'est pas exceptionnel pour Eiffel. C'est même son fonds de commerce, le b.a.-ba de ses constructions. C'est une pile de pont, dont la forme est adaptée à la forme de la statue, bien sûr, mais c'est une pile de pont, c'est pas autre chose. Un simple pylône de pont qui n'est pas sans rappeler la forme de ceux du viaduc de Garabit. Au centre, un pylône, mais comme un pylône de pont, très classique, 4 arêtes, des croisillons, des croix de Saint-André, des entretoises, qui donnent une forte rigidité au pylône, qui lui-même est ancré dans le massif, dans le socle en maçonnerie. Sur ce pylône vient s'accrocher une structure secondaire, beaucoup plus légère, et sur cette structure secondaire, des barres qui relient la structure secondaire à la peau de cuivre. Des barres un peu souples. Ce qui fait que toute cette peau de cuivre, elle peut un peu bouger, elle peut prendre le vent, elle peut se déformer légèrement et elle peut transmettre en fait ces déformations au pylône central qui lui reste bien rigide. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression quand on voit la Statue de la Liberté que c'est du solide, c'est du dur. En fait, la Statue de la Liberté a 2,5 mm d'épaisseur. C'est juste une petite enveloppe de cuivre. Cette peau est constituée de 300 feuilles de cuivre. L'œuvre est d'abord montée à Paris, puis expédiée par caisse à New York, où elle est réassemblée et inaugurée en 1886. Et donc c'est creux, c'est du vide, mais c'est du solide malgré tout. Et Gustave Eiffel a très bien conçu son affaire. Et quand on lui demande « mais est-ce que ça va tenir ?», il dit « elle tiendra ». Et elle a tenu jusqu'à présent. Désormais, Eiffel n'a plus vraiment à chercher des marchés. Ce sont les marchés qui viennent à lui. Et ses équipes expérimentées lui sont fidèles depuis de nombreux chantiers.
La volonté d'Eiffel d'innover en permanence fait que les conditions de travail de ces ingénieurs sont bien plus intéressantes que ce qu'ils peuvent trouver à la concurrence, où on leur demande peut-être un travail plus routinier, moins inventif, et pour des ingénieurs qui sont un peu créatifs, c'est vrai qu'Eiffel offre des conditions de travail exceptionnelles, donc c'est probablement aussi pour ça qu'ils y restent. Et justement, Eiffel va pouvoir compter sur le talent de ses équipes pour relever le chantier de sa vie. Nous sommes au milieu des années 1880. Les projets se succèdent au même rythme que les gouvernements dans cette France de la jeune Troisième République. Malgré des crises, des hauts et des bas un peu cycliques, la France est en train de rattraper son retard industriel par rapport à la Grande-Bretagne, en train donc de confirmer son rang de nation, une des premières nations du monde sur le plan économique. Le gouvernement français veut faire un coup. Il a besoin de montrer d'abord que la France s'est vraiment complètement rétablie après la défaite de 1870-71. Donc il y a cette volonté d'affirmation internationale. En 1884, Paris et la France décident de se porter candidats pour accueillir la prochaine exposition universelle qui aura lieu 5 ans plus tard. Alors, les expositions universelles, le but, c'est d'exposer les meilleurs produits de l'industrie du moment. Donc, elles ont lieu dans différents pays. Le choix de la ville élue est l'objet d'un comité international. Bon. Et puis, on choisit Paris en 1889 parce que c'est le centenaire de la Révolution française. Donc, il y a un appel un peu du pied des politiciens qui demandent à tous les grands chefs d'entreprise, des grands créateurs, de proposer quelque chose qui est un clou, quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Alors on se dit, il faut un exploit technique. Il se trouve que depuis 20, 30 ans davantage, dans le monde des ingénieurs, on se dit, est-ce qu'un jour on n'arriverait pas à construire une tour de 1000 pieds, 300 et quelques mètres? Alors plusieurs équipes ont essayé en Angleterre, aux États-Unis, à Washington en particulier, et personne n'y parvient. À l'époque, le plus haut bâtiment du monde est l'obélisque de Washington qui culmine à 169 mètres. Et à l'intérieur des ateliers Eiffel, il y a 2 ingénieurs qui dessinent dans leur coin et qui un jour vont montrer à Eiffel un projet en lui disant « mais nous on sait le faire ça ». Ces 2 ingénieurs, ce sont les bras droits de Gustave Eiffel. Le chef de son bureau d'études, Maurice Coquelin, recruté après le départ de Théophile Seyrig, et Émile Nouguier, le grand organisateur de tous les chantiers de la maison. Coquelin, qui vient de finir de travailler sur la Statue de la Liberté, propose, avec Nouguier, une forme très simple, qui est un grand pylône vertical. Quelque part, tout est là et rien n'est là. C'est-à-dire que l'idée est posée, mais tout est à faire au niveau technique, et la forme est encore assez brute. On part d'une sorte de V renversé, tout droit, tout rectiligne, triangle isocèle avec la pointe en haut, et pas très fine, pas très belle à voir. Eiffel regarde en disant c'est pas très abouti comme projet. Il va leur faire la recommandation justement de donner un aspect un peu plus esthétique. Mais surtout, il se met à penser immédiatement en termes de résistance au vent. Coquelin et Nouguier sont priés de revoir leur copie. Ils retravaillent leur projet avec l'aide de l'architecte Stéphane Sauvestre. Celui-ci ajoute des arches décoratives, habille les pieds de maçonnerie, réduit le nombre d'étages, installe un dôme au sommet et ils reviennent à la charge. Ce croquis, c'est une extrapolation de ce que l'entreprise sait bien construire, des pylônes de pont, en tenant compte des effets du vent. Si on a une forme courbe, l'effet du vent horizontal va se transmettre exactement en suivant la forme courbe. Donc la forme courbe, elle est juste issue du calcul. Et à ce moment-là, Gustave Eiffel comprend que ses ingénieurs sont en train de mettre au point quelque chose qui est tout à fait réalisable et qui pourrait trouver sa place dans l'exposition universelle de 1889. Et là, la machine Eiffel se met en route. Il croit tellement l'idée, du coup, qu'il prend un brevet avec ses ingénieurs pour une tour de 300 mètres, donc pour protéger l'idée. Donc là aussi, ça montre quand même son sens commercial bien poussé. À nouveau donc, Eiffel et ses ingénieurs partent de ce qu'ils maîtrisent le mieux, la pile de pont.
Mais la pile de pont joue un rôle très important dans la carrière d'Eiffel. Il acquiert un savoir-faire au travers des ponts qu'il est capable de transférer dans des ouvrages de plus en plus complexes. Au fond, donc, toute la technologie de la tour Eiffel, elle existe déjà. Il n'y a pas d'innovation technologique majeure dans la tour. Il y a une rupture, bien sûr, dans la hauteur, dans la forme même de la tour faite pour résister au vent. Mais dans la construction même, il n'y a aucune innovation. C'est grâce à ça qu'Eiffel peut prendre le risque de construire la tour. C'est innovant en ce sens qu'elle fait 300 mètres de haut quand même et qu'il est quand même le premier à l'avoir osé. C'est une espèce de synthèse géniale de tout ce qu'il a fait auparavant. Si l'opinion publique et le pouvoir politique sont favorables à ce projet, Eiffel se heurte néanmoins à l'opposition violente de certains intellectuels qui qualifient la tour d'horreur, inutile et monstrueuse. Gustave Eiffel ne plie pas et finance de sa poche, ou par le biais d'emprunts, les 2/3 de la construction, presque 6 millions de francs. En échange, il obtient de la ville de Paris une concession d'exploitation pour une durée de 20 ans. Il pourra faire ce qu'il veut, faire payer aux gens l'ascension de la tour, utiliser la tour pour des restaurants, pour toutes sortes d'activités commerciales, étant précisé qu'à la fin des 20 années, la tour doit être démontée. C'est une construction provisoire, un objet de divertissement. La construction en elle-même va durer 2 ans, 2 mois et 5 jours. Sous l'œil des Parisiens, Gustave Eiffel met à nouveau en œuvre la technologie qui a lancé sa carrière. Les fondations de la tour sont creusées avec des caissons à air comprimé pour les 2 piliers côté Seine, où l'eau du fleuve remonte. Il utilise aussi le fer pudelé et le rivetage qu'il connaît si bien. Seul moment de stress dans cet assemblage de 18 000 pièces, la jonction des 4 pieds au niveau du premier étage. Il va falloir les relier tous ensemble. Il faut que ça soit exactement au bon niveau. On n'est pas en plus avec 2 jonctions, mais 4 jonctions à remettre exactement ensemble. Là, la difficulté, c'est celle des ponts, mais multipliée par 4. La construction par des 4 pieds qui sont réunis par d'énormes poutres qui, je crois, font 7 mètres de hauteur. Le premier étage, c'est un tabouret sur 4 pieds. Le deuxième étage, c'est un deuxième tabouret posé sur le premier. Et du deuxième au sommet, c'est un pilier de pont. C'est pas autre chose. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette tour doit se visiter. Et que si on veut qu'il y ait un nombre de visiteurs important, il faut leur apporter quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est avec les ascenseurs. Ces ascenseurs hydrauliques avec un piston qui sont des nouveautés pour l'époque. On n'a jamais construit d'ascenseur pour monter à 300 mètres de hauteur. Si la technique pour dresser la tour à 300 mètres de haut est donc maîtrisée, les ascenseurs sont le nerf de la guerre pour réussir le pari commercial. Eiffel va donc devoir imaginer des ascenseurs révolutionnaires. Mus par des machines à vapeur, ils doivent monter 10 000 personnes par jour en suivant des plans inclinés dont l'angle change entre les étages. Il faut que les ascenseurs puissent modifier le positionnement de leur plancher pour pouvoir ne pas faire basculer tout le monde et monter tout le monde confortablement. C'est vraiment un pari complètement fou, même d'avoir pensé qu'on allait pouvoir le faire. Gustave Eiffel sait que son pari ne sera rentable que si ses ascenseurs sont parfaitement au point. Il assiste de très près à toutes ces constructions d'ascenseurs qui sont des prototypes qui n'existent pas et qui n'existent nulle part ailleurs toujours aujourd'hui. Et c'était tellement complexe à faire que quand on a voulu les restaurer en 1981, c'est-à-dire presque 100 ans plus tard, ça a été très compliqué de trouver des ascensoristes capables de refaire des ascenseurs neufs dans des pans inclinés. 130 ans plus tard, dans le pilier est de la tour Eiffel, la technologie d'origine est toujours à l'œuvre. Seule la cabine a été changée et l'électricité a remplacé la vapeur pour actionner les pompes à eau qui assurent le mouvement du piston. Il y a eu quelques modifications à cause de la sécurité. Mais on est dans le jus. On va dire que la plupart des pièces sont vraiment d'origine. C'est une machine formidable. Vous avez 8 poulies.
On appelle ça un moufle de 8. C'est-à-dire que quand vous sortez 1 mètre de piston, vous faites 8 mètres de cabine. Avec la longueur de ce piston, on monte la cabine jusqu'au 2e étage, à 157 mètres de hauteur. Pour accéder au 3e étage, d'autres ascenseurs prennent le relais. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant les 6 mois que dure l'exposition, il va quasiment rentrer dans ses frais. Avec le prix de l'ascension, les différentes petites activités de vente qu'il y a sur la tour, il équilibre à peu près son budget en 6 mois. Avec cette tour, Eiffel devient la star de cette exposition universelle. Quand on inaugure l'exposition universelle, que la tour est terminée, Gustave Eiffel va devenir l'ingénieur, bien sûr, le plus connu, le plus respecté, pas seulement de France, mais du monde. Presque instantanément. La tour porte son nom. La tour Eiffel, c'est très très rare. C'est pas lui qui nomme la tour Eiffel, c'était le projet, c'est la tour de 300 mètres. Elle va s'appeler la tour Eiffel parce que les gens vont commencer à l'appeler comme ça. Gustave Eiffel vient d'atteindre le sommet de sa carrière de constructeur. La tour sera à la fois son chef-d'œuvre et sa dernière réalisation. Mais pourtant, à 57 ans, il fait le premier faux pas de sa carrière. Il accepte de participer aux travaux de construction de 10 écluses pour le canal de Panama. L'entreprise est en mauvaise passe, elle a accumulé retard et dépassement, mais elle espère se relancer grâce à Gustave Eiffel et lui fait un pont d'or. Il signe un contrat qui est 15 fois le montant de la tour. Un énorme contrat. Il reçoit 30% du montant en avance. Avec ça, il commence à travailler, il construit des portes d'écluses déjà. Mais l'arrivée d'Eiffel ne suffit pas à éviter la faillite et la ruine de centaines de milliers de petits porteurs qui ont placé toutes leurs économies dans l'entreprise. C'est énorme le scandale de Panama. Il faut trouver des responsables. Avec la faillite sortent des révélations de pots de vin, de corruption, de détournement d'argent. Les hommes politiques mouillés tombent les uns après les autres. Eiffel, lui aussi, se retrouve sur le banc des accusés. Ça marque un tournant pour Eiffel. D'abord, ça l'affecte beaucoup. Il n'a rien à se reprocher. Il a juste négocié un contrat. Et il est condamné à 2 ans de prison. Il va faire seulement une dizaine de jours, ce qui sera vraiment une blessure dont il ne se remettra jamais entièrement. Gustave Eiffel sera finalement blanchi en 1893 par la Cour de cassation. Mais cette blessure a des répercussions profondes. Il ne veut plus rien avoir à faire avec le monde de la construction, rien avoir à faire avec le monde politique, et il devient une sorte de vieillard bougon, hargneux, replié sur lui-même. Gustave Eiffel se retire des affaires, mais il ne va pas rester aigri longtemps. Entièrement déterminé à empêcher la destruction de sa tour, il amorce une nouvelle carrière. Elle n'avait aucune utilité, donc Eiffel a cherché à trouver une utilité scientifique. C'est un ingénieur, Eiffel. Il n'a pas perdu de vue cette idée que la tour pouvait servir aussi à autre chose qu'à recevoir du public. Dès 1898, Gustave Eiffel finance et abrite sur sa tour des expériences scientifiques, notamment les premières expériences françaises de radio réalisées par Eugène Ducretet. Eugène Ducretet fait une première transmission sans fil, la première en France, entre la Tour Eiffel et le Panthéon, 4 km. Et il va financer, quelques années plus tard, les recherches du capitaine Ferrier, qui s'occupe des communications à l'armée. Et le commandant Ferrier croyait à la transmission des ondes sans fil. Il se débrouille pour être mis en contact avec Eiffel. Et il lui dit « Je voudrais faire des expériences, est-ce que je pourrais les faire en utilisant la tour ?» Donc avec ses propres deniers, il installe le capitaine Ferrier à la tour, et très vite, le centre de communication de la Tour Eiffel va commencer à contacter des zones de plus en plus éloignées, 400 km, et jusqu'au Canada. On va pouvoir avoir des transmissions qui vont aller très très loin. Et ces expériences vont être tellement concluantes qu'elles vont lui assurer que la Tour Eiffel ne soit jamais démontée, et il a gagné, elle est toujours là. Parce qu'elle est une antenne géante de 300 mètres de haut, la Tour Eiffel est définitivement sauvée. Mais l'esprit scientifique d'Eiffel, lui, n'est pas rassasié. Le savant a besoin de continuer ses recherches. La suite, c'est qu'il va créer les bases de la météorologie. Il utilise la Tour Eiffel comme station d'observation. Et il publie pendant des années et des années et des années
les premiers atlas météorologiques du monde. Il se crée d'ailleurs dans ce domaine véritablement une stature de fondateur. Le domaine dans lequel Gustave Eiffel va laisser son empreinte découle directement de cette nuit de janvier 1884, où l'un de ses viaducs s'est effondré en cours de construction, sous les assauts du vent. Gustave Eiffel consacre les 30 dernières années de sa vie au vent et à la résistance à l'air. Il conçoit une soufflerie qui, mieux que sa tour, va lui permettre d'analyser tous les paramètres de ce vent et d'en étudier les effets sur les objets. Alors cette soufflerie, oui, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Elle fonctionne continuellement depuis sa création en 1912. Le premier coup de vent a eu lieu le 2 janvier. Et aujourd'hui, on fait toujours des tests aérodynamiques dans cette soufflerie. Il faut savoir qu'il a 79 ans quand il construit cet objet et qu'il le met en route. Les essais statiques de Gustave Eiffel vont alors jouer un rôle décisif dans le développement de l'aviation naissante, une discipline pour laquelle il se passionne. Gustave Eiffel met gratuitement à disposition sa soufflerie pour tous ceux qui veulent construire des avions. La seule condition, c'est qu'il puisse publier les résultats les plus intéressants. Alors imaginez à l'époque tous les constructeurs, il y en avait une multitude. Quel intérêt ils avaient à venir ici, faire des essais gratuitement et en plus avec Gustave Eiffel pour les conseiller. Tous les grands noms de l'aviation sont venus travailler à la soufflerie Eiffel. On découvre tout, hein. Les profils des pales d'hélices, des ailes, la forme des avions, etc. Pour autant, Eiffel était, voilà, c'est ce qu'on aime chez lui aussi, c'est qu'il est un peu précurseur dans beaucoup de domaines. Et il va être un des premiers, probablement le premier, à faire des essais pour mesurer l'aérodynamique d'une voiture. Il va travailler aussi pour la tenue au vent de bâtiments. Et c'est assez étonnant parce que c'est aujourd'hui nos activités principales dans la soufflerie. Alors on est dans le cœur de la soufflerie, à l'endroit le plus important, ce qu'on appelle la veine d'essai, c'est-à-dire l'endroit où on va faire les tests. C'est au milieu d'une pièce que Eiffel a appelée modestement la chambre Eiffel. Alors là, on se trouve dans le diffuseur. C'est une invention de Gustave Eiffel. C'est ce qui permet de ralentir doucement le flux d'air entre les 2 mètres de la chambre d'expérience et les 4 mètres du ventilateur. Donc voilà, on est là dans le diffuseur et on se dirige vers le ventilateur, un ventilateur qui est d'origine, qui pèse 7 tonnes, qui fait 4 mètres de diamètre. On s'en rend pas compte quand on est là-bas. Et il tourne à 280 tours minute pour faire un vent de 100 km/h. Vous voyez un peu la dimension de l'objet. Une fois que je suis devant, on n'avait pas cette impression quand on était dans la veine d'essai. Vous voyez que je suis au ras de la veine d'essai. Pour autant, j'ai aucun souffle d'air. Le ventilateur maintenant commence à arriver à sa vitesse maximum. Vous allez voir quand je vais me reculer, tout de suite, voilà, le flux d'air qui traverse la pièce de ma gauche vers ma droite. Là aussi, Gustave Eiffel avait innové. Sa soufflerie était la première à créer un vent parfaitement constant en aspirant l'air plutôt qu'en le soufflant. Ses travaux dans ce laboratoire lui ont valu d'être reconnu comme un des pères de l'aviation et de recevoir en 1913 la plus haute distinction mondiale pour ses recherches, accordée par la Smithsonian Institution aux États-Unis. Donc il va en même temps trouver une nouvelle carrière et trouver une nouvelle reconnaissance dans les travaux qu'il lance à ce moment-là. Et donc on est face à un ingénieur chimiste à l'école centrale, constructeur métallique d'excellence pendant toute sa carrière, et à la fin de sa vie, scientifique reconnu par les grandes institutions scientifiques françaises et internationales. Il a une idée, une conviction qu'il y a quelque chose qui s'appelle le progrès, que chacun de nous a une place, petite, moyenne, grande, dans ce développement du progrès et que finalement notre destin individuel, c'est de tenir notre place dans cette chaîne. C'était un grand bonhomme. Ingénieur, entrepreneur, chercheur, Gustave Eiffel s'éteint à l'âge de 91 ans, après une vie exceptionnelle. Un génie au service de la technologie qui laisse aux générations futures des réalisations majeures, à l'image de sa célèbre tour qui a fêté en 2019 ses 130 ans.